bonjour à tous, bienvenue dans notre atelier, les compétences numériques des élèves au service de choix engagés. Donc aujourd'hui, on va aborder l'art du choix dans l'ère du numérique et de l'éducation pour les élèves du lycée français international Louis Massignon. Donc cette présentation sera faite par moi, Tazi Yasmine en seconde 10 et Cyrine Benonia, qui est en 3e 5. Donc nous sommes toutes les deux des élèves du lycée français international Louis Massignon. Et donc on va commencer la présentation. Durant cette présentation, on va aborder 3 points principaux. Donc, premièrement, on va aborder l'ère du numérique en tant qu'élève. Donc, on va donner notre expérience personnelle. Moi, je suis dans une classe numérique en classe de seconde. Moi, je ne suis pas dans une classe numérique, mais on va donner nos avis et nos adaptations également, donc avec cette période assez particulière donc sur le numérique et donc le confinement distanciel et présentiel. Exact. Puis on va enchaîner sur le numérique et l'écologie. Donc ce sera l'occasion de vous présenter 2 de nos projets, le jeu Scratch de Cyrine et un site web que nous avons réalisé pour les éco-ambassadeurs et qui a été programmé par Yasmine entièrement. Donc voilà. Et ensuite, on va continuer sur une sensibilisation contre la pollution numérique. Donc il y a la pollution qu'on voit, mais également la pollution numérique. Donc ça sera intéressant en vous donnant 5 conseils pour limiter au maximum donc, cette consommation invisible en guillemets. Et finalement, pour voir si vous avez bien suivi notre exposé en distanciel, nous allons faire un caout qui va résumer notre exposé. Voilà. Donc premièrement, donc l'ère du numérique en tant qu'élève. Donc, pour l'ère du numérique, il y a des avantages évidemment et des inconvénients qu'on a pu expérimenter durant notre expérience. Vas-y, Cyril, tu veux faire. Donc, l'avantage, enfin le premier avantage qu'on voit nous, c'est donc une la communication rapide. Donc, ça nous facilite en fait tous les travaux en groupe, les projets. On n'a jamais autant travaillé en groupe qu'en ces périodes-là de distanciel et de Covid. Donc, c'est vraiment un plus qu'il faut mettre en avant. Mais également donc l'accès à l'information avec tous les moteurs de recherche, etc. Donc l'information est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile également à avoir, voilà, accessible. Et donc après le stockage de l'information. Avec les fichiers, par exemple, Drive. Ouais. Je peux donner l'exemple de mon cours de français où tous les cours sont organisés dans des fichiers collaboratifs avec tous les élèves de la classe, qui permet de faire d'y accéder en tout moment, à tout moment. S'il y a des élèves en distanciel, par exemple, qui n'ont pas pu bien suivre le cours, il y a toujours des élèves en présentiel pour donner leurs notes. Et ça rejoint un peu le point 1, ça permet le partage de l'information, la communication rapide, etc. Moi, c'est quelque chose qu'en tant qu'élève de classe numérique, j'ai pu beaucoup expérimenter. Nous, non, mais après, on a également, en sein de classe, nous, on les a nous-mêmes créés pour faciliter le suivi des cours, parce que c'est vrai que parfois, quand on est en distanciel, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est surtout la collaboration et permet de suivre plus rapidement les cours et plus facilement. Et enfin, donc, le numérique permet de réduire de manière importante la consommation de papier. Bon, même si parfois on est obligé d'imprimer certaines choses, il y a par exemple sur les manuels, sur des activités ou de compréhension, de lecture, etc. Nous ne sommes pas obligés d'imprimer, mais également de sortir soit nos ordinateurs, soit autres, pour suivre nos cours. Et donc ça permet de réduire l'impact écologique, mais également c'est très pratique dans le sens où le papier, ça se perd, et nous, lycéens égarés, on perd souvent nos papiers. Et là, tout de suite, avoir des fichiers sur notre ordinateur, c'est beaucoup plus pratique et ça permet de ne pas perdre ses affaires. Alors, les inconvénients. Donc, bien sûr, il y a plusieurs inconvénients qu'on a rencontrés. Premièrement, les problèmes techniques, les bugs de connexion qui font qui handicapent nos cours, la progression des cours, etc. On peut perdre au moins, on va dire, en moyenne 10 minutes, mais parfois ça peut prendre 20 minutes du cours. Donc vraiment, on est après lésé parce que c'est par exemple des cours d'une fois par semaine, et donc avoir que, par exemple, 40 minutes de cours, c'est très peu. Donc oui, ça pose problème. Également, on peut parler de l'adaptation au numérique, parce que y a certains élèves qui s'adaptent bien au numérique, mais il y en a d'autres aussi qui ont plus de mal.
Et ça crée un peu des sortes d'inégalités dans la classe où certaines personnes se débrouillent très bien avec les outils numériques et d'autres non, moins d'expérience. Également pour les matières, il faut savoir que le numérique, il a différentes fonctions dans les différentes matières, les matières scientifiques, les matières littéraires, l'histoire, etc. Dans chaque matière, on va utiliser un outil différent, une facette différente du numérique. Et il faudrait ne pas généraliser peut-être pour toutes les matières et trouver un juste équilibre pour l'usage du numérique, mais également manuel, c'est-à-dire prendre des notes. Parfois, c'est plus facile pour nous en tant qu'élèves pour certaines matières que d'autres. Exact. Le troisième point, et je pense le plus évident, c'est les heures devant les écrans. Surtout quand on enchaîne 9 heures de cours en distanciel sur un PC, ça fait que ça a des conséquences non seulement physiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui se sont plaints de maux de tête, de problèmes de vue, etc., mais aussi des problèmes moraux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à rester concentré, à rester… les fins de journée surtout. Exact. C'est assez compliqué de rester toute la journée assis sur un écran, d'enchaîner les heures de cours sans l'aspect dynamique de classe qui est la source de notre motivation et de notre énergie. D'autant plus que nous, on est une génération plutôt numérique, donc en plus, on a nos téléphones, c'est-à-dire on a les cours sur ordinateur. Puis après, quand on rentre chez nous, par exemple, pour continuer des projets, on doit continuer de s'envoyer des messages, de communiquer. Et donc là, on a levé les ordis, et là, on a en plus nos téléphones, parfois la télévision. Donc c'est vrai que sur une journée, ça peut vite augmenter. Avoir des effets conséquents, oui. Et finalement, l'aspect social. On peut parler d'expériences personnelles, notamment chez les jeunes enfants au primaire, qui, à notre âge, en tant que lycéen, il est un peu plus facile de modérer, c'est-à-dire qu'on fait des efforts sur nous-mêmes pour essayer de modérer notre utilisation du numérique, de ne pas passer trop de temps sur les écrans. Mais c'est quelque chose qui est difficile pour les élèves au plus bas âge, qui ont, s'ils ne sont pas contrôlés régulièrement par leurs parents, qui ont beaucoup du mal à se détacher des écrans, qui peuvent passer leur après-midi à chatter au téléphone, et c'est surtout des élèves très jeunes, au téléphone, je veux dire, via leur ordinateur, c'est des élèves très jeunes qui sont en CM1, et ça peut avoir des conséquences néfastes sur non seulement l'aspect physique et moral, comme on l'a dit, mais aussi l'aspect social, parce que c'est des élèves qui ont vraiment besoin de partager des expériences avec les autres, de favoriser le contact humain, etc. Et se découvrir aussi soi, autre qu'avec le numérique. Exact. Donc là, on va établir le lien entre le numérique et l'écologie. Donc tout d'abord, nous sommes des élèves, donc on va vous présenter l'action des éco-ambassadeurs. Donc nous sommes deux élèves des éco-ambassadeurs. Donc premièrement, en fait, les éco-ambassadeurs regroupent des élèves de la 6e à la terminale. C'est un élève en général élu par classe. Nous sommes encadrés par des professeurs volontaires et engagés également. Notre rôle, c'est de sensibiliser, au maximum tous les acteurs de notre établissement à la cause écologique, mais également de mettre en place des actions concrètes. Parmi elles, l'année dernière, par exemple, nous avons réalisé une éco-kermesse, mais également pendant le confinement, lors de la journée de la Terre, nous avons mis en place une action pour nettoyer en fait nos boîtes mail, parce que ça consomme, et avec les data centers, ça prend énormément de kilogrammes de gaz à effet de serre, mais on va en reparler plus tard. Donc cette année, nous travaillons sur plusieurs ateliers de différents thèmes. Nous avons la démarche zéro déchet plutôt, dont je fais partie. Il y a l'atelier également éco-déco, comité plastique, le compostage pour la mise en place d'un potager en permaculture, la communication, dont je fais partie, le tri également. Et en fait, le fait d'avoir plusieurs commissions, faut savoir que déjà au lycée, on est beaucoup. Donc déjà, si on a seulement un élève par classe, ça fait déjà beaucoup d'élèves. Et le fait de diviser en petites commissions, ça permet à chacun de s'engager en fonction de ses compétences et d'apporter ses compétences au service de l'écologie et des actions des éco-ambassadeurs.
c'est pour ça que l'organisation en comité a été très fructueuse cette année. Donc, on va vous présenter premièrement le site web qui a été réalisé pour les éco-ambassadeurs. Et il a été entièrement donc programmé par Yasmine. Elle ne veut pas le dire, elle est très modeste, mais non. Donc voilà, donc elle va vous le présenter. Alors, je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer d'où nous est venue l'idée de faire un site et comment nous avons organisé le site, etc. Donc, nous, en voulant construire un site, ce qu'on voulait, c'est pouvoir sensibiliser les gens maximum de personnes à l'écologie, faire connaître la promotion de nos actions, de notre club d'éco-ambassadeurs et finalement apporter l'occasion aux élèves intéressés par l'écologie de collaborer ensemble pour créer, pour informer, pour sensibiliser, pour partager. Et c'est justement toutes les fonctionnalités du site web qui vont permettre cette collaboration. Donc, je vais vous faire une rapide présentation du site web. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer deux interfaces. Une première interface pour les utilisateurs, comme vous et moi, mais aussi une interface spécialisée pour les éco-ambassadeurs qui va leur permettre d'ajouter des articles, d'ajouter des projets et de modifier eux-mêmes leur site web. Et donc, ça va faire que tout le monde va apporter son petit grain de sel au site web et va aider à le construire. Donc, premièrement, on a cette page de présentation qui présente brièvement nos actions, nos projets. Donc, comme je disais, il y a des possibilités de contacter les éco-ambassadeurs. On voulait vraiment que les éco-ambassadeurs ils soient contactables à tout moment. Donc, ici, si vous voulez, on peut vous faire une petite démonstration. On peut envoyer des messages directement à cette adresse qui va recevoir tous les emails. Et à la fin de la semaine, un élève éco-ambassadeur va être désigné pour répondre à toutes les questions posées par les élèves. Donc, pas forcément des élèves. Oui, voilà, de tous les utilisateurs du site. Ici, on a les différentes sections du site. Donc, on peut présenter, on a une plateforme pour les articles, pour les idées, donc c'est-à-dire les tutoriels, tout ce qui peut amener les élèves à faire leur propre action pour l'écologie, les projets, une galerie de photos, une éco-boutique pour nos t-shirts, nos hoodies et tout ce qu'on vient de développer cette année. Et la plateforme éco-ambassadeur. Donc, on va commencer par les articles. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir les articles qui ont été créés par déjà les éco-ambassadeurs. Donc, le site est encore en prototype, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore tous les articles, etc. Mais c'est déjà intéressant de voir comment ça évolue. Donc, ici, on peut filtrer les différents types d'articles. Par exemple, si on clique sur cet article, on va être redirigé vers l'article en question. Et on va pouvoir commenter. Donc, même les utilisateurs qui ne sont pas éco-ambassadeurs peuvent participer à la dynamique du site. Donc, par exemple, ici, ça va être possible de commenter, d'apporter son avis. Et les commentaires seront bien sûr contrôlés par nous dans une interface admin que je vous présenterai plus tard. Donc, je m'excuse, je vais remonter ça. Alors, ici, on peut voir, par exemple, les projets qui ont été réalisés. Par exemple, ici, un débat zéro déchet avec les élèves de C1 qui a été réalisé cette année. On a le rapport et les commentaires. Donc, c'est toujours sous la même forme et des vidéos, des images peuvent être incrustées à tout moment. Donc, on a aussi une galerie de photos donc, qui rassemble beaucoup de photos des éco-ambassadeurs, des photos épiques prises durant ces dernières années et des affiches réalisées lors de nos actions. Et à chaque fois qu'on aura une image, on pourra cliquer sur cette image et avoir une description. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant, c'est ici on a nos t-shirts et nos articles. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le site, c'est, je pense, l'interface éco-ambassadeur. C'est ce qui va faire que tous les élèves vont participer à la création du site. Donc ici, il y a une interface où on peut s'inscrire. Cette interface, elle est réservée à certains éco-ambassadeurs qui vont être désignés pour compléter le site. Donc, on peut s'inscrire et un code d'accès est fourni aux élèves pour pouvoir s'inscrire. C'est-à-dire que pas tous les utilisateurs pourront s'inscrire de façon aléatoire, donc on ne pourra pas contrôler.
seuls les élèves désignés auront ce droit. Voilà. Donc ici, pour faire une démonstration, je vais me connecter à l'interface des éco-ambassadeurs. Et là, quand je me connecte, j'ai un onglet qui n'apparaissait pas auparavant. Et cet onglet, c'est l'onglet Créer. Donc, à partir de cet onglet Créer, je vais pouvoir ajouter les objets que je souhaite. Par exemple, ici, je peux rajouter un article. Je donne le titre de mon article, la description, les images, la catégorie. Je l'enregistre et automatiquement, l'article va apparaître dans la plateforme, dans l'onglet article. Et c'est comme ça qu'à long terme, le site sera toujours interactif, sera toujours modifiable, excusez-moi, et à long terme, dans les années à venir, on pourra toujours utiliser ce site programmé par Yasmine. Voilà. Donc, c'était pour le site. Si vous avez de quelconques questions sur son fonctionnement. Donc, le site, il a été réalisé par une interface qui s'appelle Django. Django, c'est une interface qui, contrairement au site normalement codé en PHP et en JavaScript, ce site a été codé majoritairement en Python. Et ce qui est intéressant dans la plateforme Django, c'est que c'est une plateforme qui est très, comme on dit en anglais, user-friendly. Ça veut dire que c'est pas très compliqué à utiliser. Ce qui fait que les élèves qui sont intéressés par la programmation, qui veulent monter un projet, peuvent l'utiliser beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup de ressources pour apprendre à coder en Django. Excusez-moi, il y a une question? Non. Ici, par exemple, si je pars sur cette interface admin, je peux voir tous les éléments de ma banque de données et donc contrôler les objets, supprimer, modifier, etc. Par exemple, ici, j'ai accès à tous les articles qui ont été publiés et je peux les modifier, corriger, les supprimer, etc. Donc, j'encourage vivement tous les élèves intéressés à utiliser Django. Et contrairement aux plateformes Wix, pourquoi? Parce que en soi, aujourd'hui, on va être honnête, il y a beaucoup de plateformes comme Wix et d'autres qui permettent de réaliser des sites web beaucoup plus facilement. Mais ce qu'on a voulu, c'est vraiment faire, premièrement, un site web personnalisable, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser des modèles déjà créés, on personnalise vraiment notre site. On a une banque de données avec tous nos objets. Et ça, c'est quelque chose que d'autres plateformes n'auraient pas pu n'auraient pas pu avoir cette opportunité. Et finalement, dans un second temps, on a bien sûr développé nos compétences en faisant ce site. Personnellement, je faisais déjà des sites avant, mais j'ai énormément appris. J'ai découvert des plateformes comme Mailchimp pour les abonnements de mails que je ne connaissais pas. J'ai appris à utiliser plein de ressources où je n'avais pas idée. Et bientôt, on va mettre le site en production. Du coup, il sera accessible à tous. Et c'est aussi une expérience qui m'a beaucoup apporté. Voilà, c'était pour le site. Merci beaucoup. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas. Bon, alors on va passer, je pense, à la présentation donc, du jeu Scratch. Donc ça, en fait, c'est avec la démarche zéro déchet. Nous avons voulu créer un jeu destiné donc, aux élèves, premièrement du primaire, mais également pour ceux qui étaient 100% distanciels. Avec mes camarades, nous avons également fait un jeu plateau, mais donc nous avons également voulu faire un jeu virtuel. Donc celui-ci a été programmé sur Scratch, un logiciel utilisé par presque tous les élèves donc, du primaire et du secondaire. J'ai été aidée lors de la programmation par mon professeur de maths. Et ce jeu a pour but donc, de sensibiliser sur l'importance du tri des déchets, du zéro déchet, etc. Donc, je ne sais pas si on peut... Super. Donc, voilà. Donc, en général, comme normalement, en général, la plupart des élèves connaissent l'interface Scratch, donc c'est la partie où on peut programmer. Et donc, ensuite, alors, je ne sais pas si on peut... Oh, voilà. Alors, je pense que là, il y a un problème donc, de son. Mais c'est-à-dire qu'on a voulu faire un jeu au maximum interactif. Donc, les élèves pourront, ou les professeurs, enfin, ceux qui joueront avec le jeu, donc, pour être le plus comment dire, le moins ennuyé possible, être le plus interactif, un jeu super interactif. Donc là, je laisse... Oui, ouais.
Excusez-nous, il y a encore ce problème de micro. Ouais, c'est bon, merci, désolée. Donc là, en fait, nous avons, je ne sais pas si le temps que ça présente donc, toutes les règles du jeu. On va vous mettre après le lien donc, de ce jeu sur le chat, mais également on pourra vous partager donc, la présentation Geniali en elle-même. Ce jeu, nous l'avons présenté à des élèves de CE1. Donc, nous avons voulu surtout... Donc, ce jeu a été vraiment un moment de partage, mais également d'apprentissage. Nous avons vu comme quoi les élèves avaient vraiment l'envie d'apprendre et d'être de citoyens responsables. Donc, ce jeu permettait également d'apprendre bien le code couleur des poubelles, donc la poubelle jaune pour le plastique, la poubelle verte pour le verre, le bleu pour le papier, carton, etc., mais également le compost. C'est une éducation qu'on n'a pas trop eu l'habitude, nous, au Maroc et aussi à l'école, mais qui, du coup, a permis de sensibiliser au maximum les personnes. Donc, en fait, nous avons voulu représenter la cour de notre établissement, donc de manière schématisée et vraiment virtuelle. Et donc, alors, il y a bientôt ça va pouvoir s'afficher. Oui. Alors, donc là, par exemple, vous pouvez voir une cour remplie de déchets. Et en fait, on va lancer un dé de manière aléatoire. Et donc, soit on aura des questions de culture sur le zéro déchet, ou alors on pourra directement cliquer, atteindre une case, on va dire, en guillemets, déchets, sur laquelle on pourra trier ce déchet-là. Là, par exemple, un lambris-compost. Alors, je n'ai pas vu la question. C'est pas grave, juste mets un truc aléatoire et on verra. Bon, bah, on va espérer les doigts. Bon, par là, c'était la mauvaise réponse parce que je n'ai pas lu. mais donc, c'est-à-dire que on pourra, donc, comme je vous ai dit, c'était surtout pour la culture générale sur le zéro déchet, mais également trier donc, ces déchets. Et, je pense qu'on peut revenir sur la pollution. Ok, merci. Ah ouais, je vais on va envoyer. Vas-y. Donc, la pollution numérique. On est des élèves éco-ambassadeurs et on est en train de parler du numérique. Donc, forcément, la pollution numérique, ça nous touche. Ça nous touche tous parce qu'aujourd'hui, on est tous concernés par les ordinateurs. Même si on est, même dans un cadre en dehors de l'établissement, on utilise tous des téléphones, des caméras, des PC, etc. Et du coup, ça nous intéresse de savoir c'est quoi l'impact écologique de notre utilisation du numérique. Donc, on voulait vous donner, vous présenter brièvement 5 conseils qu'on aimerait vous donner contre la pollution numérique. Donc, comme c'est dit dans le Geniali, la pollution numérique, ça correspond à tous les effets néfastes en matière d'environnement et de santé occasionnés par la surconsommation du numérique. Donc, en 5 étapes, on va vous montrer comment on peut limiter cette pollution et user correctement de manière plus responsable donc le numérique. Donc, bon, là, la première... en fait, la première étape, ce serait surtout de garder son équipement le plus longtemps possible. Donc, généralement, il y a une confusion entre la défaillance de la machine et la défaillance du système d'exploitation qui est occasionnée en général par le nombre trop important de fichiers inutiles, dits de pièces jointes, de mails. Donc, le système d'exploitation, on peut donc facilement le nettoyer par des logiciels. On ne va pas citer de nom, mais pour garder son équipement le plus longtemps possible, on devrait donc nettoyer régulièrement donc, son ordinateur. Et il faut surtout pas et donc si l'objet en question, je commence à bugger. Par exemple, si on prend l'ordinateur, c'est par exemple si la batterie change, est défaillante, on peut changer que la batterie et non pas et le système d'exploitation, c'est ça, en fait, on n'est pas obligé de changer l'appareil en entier. D'ailleurs, même Apple a entrepris ça ces dernières années, c'est recycler les composants des autres PC et ça permet de moins gaspiller, de prolonger considérablement la durée de vie de votre appareil. C'est aussi économe, et donc c'est que du bonus. Donc le deuxième point
important, c'est limiter le streaming. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le streaming, comme surtout avec Netflix. Avec le confinement, Amazon Prime, etc. Les chiffres ont explosé. Oui, mais il faut savoir que privilégier les films téléchargés, c'est meilleur d'un point de vue écologique ou regarder sans l'usage de la 4G. Il vaut mieux regarder avec la box ADSL que sur son ordinateur ou sur son téléphone portable sur le bus avec la 4G. Donc c'est encore beaucoup plus, ça consomme encore plus d'énergie et ça consomme encore plus de ça dégage plus de gaz à effet de serre. C'est ça. Donc le cloud, c'est également dans la même idée, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le cloud, mais avoir une utilisation responsable, donc limitée au maximum, et surtout de ne pas envoyer par exemple des photos, mais avec la 4G, vraiment privilégier donc la box ADSL ou encore les câbles Ethernet si on est sur ordinateur. C'est plus rapide, c'est plus sécurisé, mais c'est également plus écologique. Voilà. Donc quatrièmement, un conseil très important, c'est mieux naviguer sur le net. Il faut savoir que chaque recherche qu'on fait, elle va consommer... en guillemets, chaque requête Internet parcourt 15 000 km. Oui, ça, 15 000 km entre les data centers, l'objet émetteur, les data centers et l'objet récepteur. Donc, pour naviguer de manière plus responsable encore possible. Donc, utiliser des favoris lors des moteurs de recherche ou alors taper directement. Apprendre aussi à taper les bons mots-clés. C'est quelque chose qui s'apprend surtout avec le temps, mais aussi qu'on a appris, nous, ces dernières années. C'est vraiment de savoir comment réagit le moteur de recherche. Et ça diffère en fonction du mode de recherche qu'on utilise. Mais il y a souvent privilégier les phrases plutôt que les mots-clés plutôt que les phrases. Et si on veut faire une recherche plus spécifique, toujours être spécifique aussi dans notre requête pour avoir des résultats plus pertinents. Oui. Et par rapport aux boîtes mail, il faut savoir que lors d'une dernière étude, un mail est égal à 10 grammes donc, de CO2 distribués dans l'air. Donc, pour cela, il vaut mieux déjà utiliser des filtres anti-spam entre toutes les newsletters qu'on peut recevoir, des pubs qu'on n'a même pas demandé à recevoir qu'on a. Donc, il vaut mieux soit les supprimer ou alors installer un filtre pour les anti-spam. Et aussi les pièces jointes trop volumineuses. Surtout les pièces jointes inutiles, c'est-à-dire qu'on envoie une image et après, on n'a pas besoin de la garder dans notre boîte mail, on peut la télécharger, mais après l'enlever de cette boîte mail parce que tout est stocké dans des data centers et ces data centers consomment énormément d'énergie et donc vaut mieux... Voilà, faire le tri. Voilà. Et finalement, c'est aussi un point assez évident, c'est éteindre ces appareils. Quand malheureusement la plupart des gens, et nous compris, nous mettons en veille nos appareils plutôt que de les éteindre complètement. Et qu'il s'agisse de nos téléphones, nos télévisions, surtout les télévisions. Oui, surtout les télévisions, aussi les ordinateurs. On prend très peu souvent la peine d'éteindre complètement l'appareil. Et ça va gaspiller aussi de l'énergie, de l'argent, des ressources qui pourraient être utilisées à meilleure escient. Voilà. Alors, donc là, je pense qu'on va partir sur le caout, voir si vous avez bien suivi notre petite exposé sur la pollution numérique. Mais c'est également de culture générale. Vous, à votre avis, aussi, combien, par exemple, il y aura plutôt des chiffres qu'on n'a pas plus ou moins évoqués. Donc, pour vous également, voir vos ressentis sur la pollution numérique en chiffres. Donc, on vous invite à partir donc, sur caout.it. Alors c'est comment dire, c'est un truc, c'est le caout est individuel, donc on n'a pas besoin comme nous en cours quand on utilise nos caouts, c'est-à-dire que notre professeur affiche les questions et après on doit répondre, donc chaque personne peut y participer individuellement et à la fin on aura donc le classement des meilleurs citoyens responsables sur la pollution numérique. Il faut savoir que le caout c'est un outil qui a, je trouve, révolutionner l'apprentissage. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise tous les jours en cours, dans toutes les matières, et qui permet de rendre le cours beaucoup plus divertissant et ludique, et aussi de faire un lien entre les distanciels et les présentiels, parce que c'est une activité numérique.
et tout le monde est connecté, tout le monde partage cette activité. Donc, utilisez les clouds, c'est bien. Bon, bah, je pense que vous allez avoir plus de bol que nos professeurs encadrants qui sont apparemment arrivés derniers du Kahoot. Donc, l'important, c'est de participer. oui, Oui. de gagner aussi. Mais bon. Donc, on espère qu'en tout cas, cette présentation a été... vous aura plu. Si vous avez de quelconques questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. On répond à toutes les questions. Voilà. Donc, on partagera également sur le Zoom donc, la présentation Geniali, où vous allez pouvoir également donc, retrouver notre adresse mail pour nous contacter, mais également le lien du jeu Scratch, notre page Instagram. Le site n'a pas encore été mis en production, mais dès qu'il le sera... Oui, très prochainement, sûrement, il sera mis en production. On mettra également à jour le Geniali, comme ça vous aurez une seule plateforme, enfin une seule présentation et un seul lien. Vous pourrez retrouver tout ça. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Bravo. Moi, j'ai peut-être une question, Yasmine, Oui. Vous Salem. Quelles sont les compétences que vous avez gagnées lorsque vous avez mis en place toutes vos activités sur les éco-ambassadeurs, dans le numérique et en dehors du numérique? Je suis en train de faire ma voix, mais bon, on a développé beaucoup de compétences. On peut parler du numérique et des actions. Oui, moi j'ai acquis au début la programmation Scratch donc en maths, mais également en technologie. Et en fait, ce genre d'action permet vraiment de solidifier en fait, nos bases et nos acquis en les mettant en œuvre donc, pour des actions engagées. Surtout que la programmation, il faut savoir que c'est une discipline qui demande qui est beaucoup plus basée sur l'expérience plutôt que sur l'apprentissage. Je parle des expériences personnelles. Pour moi, la meilleure façon d'apprendre à programmer, c'est programmer. Et on en apprend toujours plus. C'est-à-dire avec Django, c'est une plateforme que j'utilisais déjà, il y a plusieurs mois. Mais en faisant ce site web, j'ai découvert plein de fonctionnalités. Le nombre de fonctionnalités que j'ai découvertes est innombrable sur ses facilités, sur les banques de données, etc. Et ça nous donne beaucoup d'expérience, de facilité. Ah oui, alors en dehors du numérique, on a développé plein d'autres compétences. Déjà, ne serait-ce que le fait de s'exprimer. Cyrine, je pense que tu as plus d'expérience que moi dans ce niveau-là. En fait, ce qui est bien, c'est-à-dire, nous, notre jeu a été présenté ensuite. Donc, également, on a la compétence, en guillemets, pédagogique. Nous, en tant qu'élèves, on n'est pas habitués à présenter, à faire comprendre également à d'autres personnes. L'enjeu de l'écologie et du numérique. Donc, c'est également une expérience, en guillemets, on va dire professionnelle, nous, en tant qu'élèves avec la programmation, mais également nous, personnel, parce que ça nous permet déjà de faire quelque chose d'engagé, mais ensuite, surtout avec les élèves, transmettre également. Avec les élèves du primaire, ça a été des expériences hyper enrichissantes, d'apprendre à capter l'attention, d'apprendre à transmettre un message à des élèves très enthousiastes et souvent dissipés. Nous-mêmes, on est très dissipés. Et aussi, ça nous permet, nous, en classe, de nous rendre compte de la difficulté d'enseigner, de transmettre un message, etc. Voilà. Merci beaucoup. Et au revoir. Merci pour votre attention.